Phobie d'impulsion, quand la peur de faire du mal devient incontrôlable. Il y a des années de cela, dans une autre vie, j'ai été infirmier en psychiatrie. Et un jour, j'ai échangé tranquillement avec ma cadre. Et là, une pensée absolument absurde traverse l'esprit. Et si je lui crachais au visage? Rien dit du tout, j'ai continué à parler comme si de rien n'était. Mais dans ma tête, c'était alerte rouge. La honte. Je me voyais déjà convoqué par la direction, viré, accusé d'agression. Et vous, est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée? Un truc, mais complètement à côté de la plaque. Poussez quelqu'un dans le vide, frappez votre enfant violemment, hurlez une insulte en pleine réunion. Une image surgit d'un seul coup, sans logique, et qui vous laisse avec cette question en boucle. Mais pourquoi j'ai pensé à ça? Si ça vous est déjà arrivé, restez avec moi dans cette vidéo. Je vais vous expliquer ce que sont ces pensées qu'on dit intrusives, pourquoi elles s'accrochent à vous, et pourquoi elles vous font si peur, et surtout, comment arrêter de les nourrir. Alors une pensée intrusive, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une idée, comme on l'a vu, qui débarque dans votre tête sans prévenir. Elle semble totalement absurde, et c'est justement pour ça qu'elle vous fait peur. Par exemple, vous pouvez avoir des idées comme « et si je balançais ma voiture contre un arbre ?» Et si je hurlais une obscénité au milieu de ce supermarché? Et si je faisais un truc complètement fou, juste comme ça? Ces pensées concernent en général la violence, la sexualité, la mort, ou tout ce qui vous met mal à l'aise, rien qu'à l'idée d'y avoir pensé. Vous pensez que c'est bizarre, et pourtant, rassurez-vous, elles sont extrêmement fréquentes. Des études montrent que 64% des hommes et 53% des femmes ont déjà eu l'impulsion de jeter leur voiture dans le fossé. 46% ont pensé à écraser un piéton ou un animal. 21% imaginaient se trancher la gorge en voyant un couteau. Et plus de 50% ont eu envie d'insulter un inconnu sans raison. Bref, ce n'est pas rare du tout, c'est humain. Et non, vous n'êtes pas fou, c'est juste une pensée parasite. Et vous n'êtes pas un serial killer. Alors vous allez me demander, mais pourquoi mon cerveau fait ça? C'est parce que c'est comme ça qu'il fonctionne. Il génère des pensées en boucle comme un moteur de recherche qui vous propose des suggestions dès que vous tapez la première lettre. Certaines suggestions sont utiles, d'autres complètement absurdes. Et votre cerveau n'a aucun filtre de qualité. Il envoie tout ce qui lui passe par la tête. À vous de trier. Certaines sont utiles, les pensées, tiens, j'ai oublié le pain. D'autres sont totalement absurdes, comme « et si je jetais mon téléphone par la fenêtre ?» Mais si ça parle de violence, de sexe ou de mort, tire la sonnette d'alarme. Pas parce que c'est vrai, parce qu'il croit qu'il y a un risque potentiel pour vous. Et il veut que vous fassiez attention. C'est comme si vous aviez un détecteur de fumée hyper nerveux qui se met à sonner dès qu'il y a une vapeur de douche ou quand vous faites cuire un œuf. Et vous pensez qu'il y a un incendie. Résultat, vous vous mettez en état d'alerte pour un faux signal. Ces pensées vous font peur, eh bien c'est justement le signe que vous allez très bien, que vous êtes en parfaite santé mentale. Quelqu'un en crise psychotique, un psychotique, lui, il croit réellement à ses pensées. Il ne va pas douter, il ne va pas culpabiliser et parfois, malheureusement, il passe à l'action en les écoutant. Vous, si vous êtes mal à l'aise, rien qu'en y pensant, eh bien le simple fait que cela vous perturbe, cela prouve que vous avez vraiment toute votre tête. Ce n'est pas une perte de contact avec la réalité et ce n'est pas non plus un message enfoui à décrypter. C'est juste un bug passager du système, une alarme qui sonne trop fort pour rien du tout. Et le pire réflexe, c'est de vouloir lui trouver un sens. Une pensée intrusive, ça ne s'analyse pas.
Chercher un sens à une pensée intrusive, c'est vouloir comprendre pourquoi. On a une chanson de Claude François qu'on a entendue à la radio qui vous tourne en boucle dans votre tête. Pourquoi ça revient en boucle? Bien, si ces pensées reviennent encore et encore, c'est parce que vous essayez de les repousser un maximum. Plus vous luttez et plus elles s'accrochent à vous. C'est ce qu'on appelle l'effet d'ironie mentale. Le chercheur Daniel Wegner l'a très bien démontré. Vous allez faire cette expérience, vous allez essayer, vous pouvez peut-être même interrompre la vidéo et vous y reviendrez après, en fermant les yeux. Vous allez essayer de ne pas penser à un ours blanc pendant 1 minute. Allez-y, faites-le. Et si vous n'avez pas envie de le faire, je vous donne le résultat tout de suite. Eh bien, l'ours blanc prend toute la place dans votre tête. Quelle raison? Parce que votre cerveau, 2 choses à la fois, dont il a horreur, tente de remplacer la pensée, mais en même temps, il la surveille. Devinez quoi, en la surveillant, il la remet au centre de votre attention. Résultat, plus vous vous dites « je ne veux surtout pas penser à ça », plus votre cerveau y retourne. Vrai problème, ce n'est pas la pensée, c'est la lutte contre la pensée. C'est celle qui l'enferme dans votre attention. C'est elle qui lui donne de l'importance. Et c'est elle qui la fait revenir. Alors vous avez très envie de savoir, que faire? Alors si lutter contre ces pensées les renforce, qu'est-ce qu'on peut faire? Je vais vous répondre en vous racontant l'histoire d'une de mes anciennes clientes. On va appeler Sarah. Sarah avait une peur précise et envahissante. Et si je plantais un couteau dans la main de mon père? Son père qu'elle ne détestait pas. Au contraire, elle l'adorait. Contrairement à ma cadre que moi, je n'appréciais pas du tout. Mais cette pensée la terrifiait. Elle en avait honte. Elle n'osait plus l'inviter à manger. Elle trouvait des excuses. Elle le voyait de moins en moins. Pourquoi? Parce qu'elle pensait le simple fait d'avoir cette idée voulait dire quelque chose de grave. Et peut-être que vous, ça vous arrive aussi. Je disais souvent, si je pense ça, ça vient bien de quelque part. Non. Cette pensée, on ne voulait plus. D'essayer de la repousser, de se rassurer, d'éviter les situations. Tout ce qu'elle faisait la renforçait. Alors on a travaillé ensemble, étape par étape. Je vais partager avec vous ce qu'on a fait ensemble. Avec chaque fois, un exercice concret que vous pourrez aussi tester. La première étape, c'est identifier la pensée et le piège dans lequel elle vous entraîne. La première chose qu'on a fait avec Sarah, c'est de sortir la pensée de sa tête. Sans la reformuler, sans l'édulcorer, juste poser les mots tels qu'ils venaient à son cerveau. Et si je plantais un couteau dans la main de mon père? C'est brutal, vous allez me dire oui, et cette pensée, elle est devenue claire, précise, et donc gérable. À partir du moment où elle l'a écrite noir sur blanc, la pensée est devenue un objet extérieur, observable. Puis on a mis en lumière ce cercle vicieux. Je suis avec mon père. Une pensée surgit. Si je lui faisais du mal, la peur est immédiate. Je n'aurais pas pensé ça. Et elle avait des symptômes physiques, tension, boule au ventre, cœur qui battait très fort. Elle n'invitait pas, elle s'éloignait de son père. Conséquence, et il lui en voulait. Et la croyance était renforcée de ce fait-là. Je suis dangereux. La boucle recommençait. Voici un exercice que vous pouvez faire pour vous. Prenez un moment et notez la pensée exacte que vous avez eue, même si elle vous choque. Notez ce que vous ressentez quand elle arrive, dans le corps, dans les émotions. Notez ce que vous faites ensuite. Vous évitez, ruminez, et ces pensées qui tournent en boucle sans rien résoudre. Vous repliez. Et vous pouvez aussi tester une phrase mentalement. Ça va vous aider. Cette pensée est dérangeante, oui. Ce n'est qu'une pensée. Ne me définit pas. Donc voilà qu'on a identifié
problème, la pensée. Maintenant, la deuxième étape, c'est remettre en question cette pensée. Sarah, comme on l'a dit, pensait que le simple fait d'avoir une idée violente signifiait qu'elle était capable de passer à l'acte. Elle a confondu penser quelque chose avec vouloir le faire ou risquer de le faire. Ce qu'on appelle la fusion pensée-action. Si j'ai cette pensée, c'est qu'il y a un fond de vérité. Si je l'imagine, c'est que je pourrais le faire. Alors je lui ai posé une série de questions toutes simples. Est-ce que vous avez déjà eu ce genre de pensée dans d'autres contextes? Elle m'a dit oui, croisant un enfant dans la rue, dans la cuisine avec un couteau, descendant les escaliers derrière quelqu'un. Qu'est-ce que vous avez fait à chaque fois? Elle sourit un petit peu gênée. Rien, je suis parti. Ensuite, j'ai pleuré. Je lui ai répondu, vous voyez, si vous étiez réellement dangereuse, vous n'auriez pas eu peur de vos pensées, vous seriez passé à l'acte. Voilà l'exercice pour vous. Prenez une pensée qui vous angoisse et demandez-vous, est-ce que je l'ai déjà eu dans d'autres moments, dans d'autres circonstances? Qu'est-ce que j'ai fait concrètement? Qu'est-ce que ça montre sur moi en réalité? Vous allez vous apercevoir que vous n'êtes pas dangereux. Voici 2 phrases à garder sous la main comme des mantras. Je ne suis pas mes pensées, je suis ce que je choisis de faire. Si j'étais vraiment dangereux, je ne me poserais même pas la question. Vous pouvez vous répéter ces phrases encore et encore en boucle. Maintenant qu'on a vu quoi faire avec ses pensées, on va passer à l'étape 3 et apprivoiser les réactions physiques. Parce que même avoir compris que ses pensées n'étaient pas dangereuses, Sarah restait bloquée sur une chose, ce que son corps lui faisait vivre. Elle me disait, c'est bien que c'est qu'une pensée. Quand elle arrive, je me sens mal physiquement et là, je perds totalement pied. Je n'arrive plus à raisonner. Et son cœur s'emballait. Elle avait la gorge nouée, des nausées, des sueurs. Et elle interprétait tout ça comme une preuve que quelque chose cloche. C'est évident, elle me disait. Mais non, les sensations sont la réaction normale d'un corps en alerte, même quand l'alerte est fausse. Le cerveau détecte un danger. Pensez. Il active le système de défense et votre corps passe en mode survie. Pas un signal fiable, c'est un réflexe ancien, archaïque, déclenché pour rien, fait pour vous protéger. Qu'est-ce qu'on a fait en séance? Je lui ai proposé plus fuir ces sensations, les accueillir sans y réagir. Oui, c'est pas facile, vous vous dites. Mais ça fonctionne très très bien. Alors, on les accueille, pas pour les aimer parce que c'est horrible, pas pour les contrôler, juste pour les laisser passer. Ce qu'elle s'est dit aussi, ce qu'elle s'est entraînée à dire, ok, c'est désagréable, mais ce n'est pas dangereux. Je peux avoir peur et rester là quand même dans la situation. Et voici l'exercice pour vous. Prochaine fois que votre corps s'emballe, asseyez-vous, restez debout, stable, observez ce que vous ressentez sans chercher à vous calmer et dites-vous d'une alarme dans ma tête, elle est vraiment forte, elle est totalement fausse, rien à faire, juste traverser cette tempête. Restez, respirez normalement, voire respirer beaucoup plus lentement, laissez la vague monter de la tempête, assurez-vous de redescendre. Plus vous ferez ça, moins ces sensations auront pouvoir sur vous. Oui, je sais, totalement contre-intuitif, mais ça fonctionne du tonnerre. Maintenant qu'on a vu comment identifier la pensée, comment la calmer, comment calmer les sensations qui vont avec, il y a le temps maintenant de se reconnecter au réel, s'exposer. Même après avoir compris que ces pensées ne signifiaient rien, que ces sensations physiques étaient des fausses alertes, Sarah gardait encore une peur. Si un jour je perdais vraiment le contrôle? Alors on a mis en place ce qu'on appelle dans notre jargon une exposition comportementale. Lors d'une séance, j'ai posé un couteau de cuisine sur la table. Je lui ai dit, je vous propose de le prendre en main. Elle a hésité.
Elle l'a saisi lentement. Je lui ai tendu la main ouverte et je lui ai dit « Appuyez la lame contre ma peau ». Elle a pâli, elle a tremblé, elle a longuement hésité, mais elle l'a fait. Et je lui ai demandé « Que ressentez-vous » Elle m'a dit « Trop peur de vous faire mal. Et je vois bien que je ne fais rien de mal, que je ne passe pas à l'action. » Et ça a fonctionné. Sarah a pu retourner voir son père, pas en se forçant comme elle le faisait, pas en faisant semblant de ne pas avoir peur. Elle était là, vraiment là, présente, authentique, détendue. Elle l'a même invité chez elle avec sa belle-mère, autour d'un repas tout simple, sans malaise, sans tension. Et plus en alerte, n'attendez plus que la peur surgisse. Profitez enfin du lien familial qu'elle avait failli perdre. Ce jour-là, elle a compris une chose essentielle. Elle n'était pas dangereuse, juste humaine, et libre à nouveau d'aimer sans avoir peur de nuire. L'exercice pour vous, bien, ça va être de refaire face à ce que vous évitez à cause de vos pensées. Voici des situations typiques de phobie d'impulsion. Avoir un couteau qui traîne bien visible dans la cuisine. Voir quelqu'un devant vous dans un escalier. Avoir un objet coupant dans votre sac en public. Des scènes banales mais que votre cerveau associe à un risque imaginaire. Alors vous évitez, contournez, et je vous comprends. Surveillez en permanence. C'est justement ça qui entretient l'anxiété. Votre objectif, c'est de fuir, pas pour vous convaincre que tout va bien, mais pour montrer à votre cerveau que vous êtes capable d'être présent sans agir. Voici des exemples de mini-expositions concrètes. Vous pouvez faire, vous allez vous exposer petit à petit. Soyez imaginatif. Par rapport au couteau, posez-le sur la table, ne le cachez pas. Asseyez-vous et restez au début 2 minutes en face de lui, sans distraction, sans justification, sans chercher à dominer la peur. Juste être là, respirer. Dans l'escalier, marchez derrière quelqu'un. Ne ralentissez pas, ne vous écartez pas, restez simplement derrière la personne, même si la peur vous souffle. Et si je le poussais? Observez. N'agissez pas, continuez à avancer et tout se passe bien. Pour les objets coupants en public, glissez des ciseaux ou un couteau dans votre sac, allez faire les courses. Prenez le bus avec ces objets, sans les vérifier, sans les repositionner. Notez bien, ils sont là, mais vous gardez toujours le contrôle. Ce n'est pas la durée qui compte, c'est la répétition. Votre cerveau a vraiment besoin de preuves concrètes, un peu moins de discours. Et le but, c'est ne pas fuir, pas se rassurer, juste rester là, constater que rien ne se passe. Alors vous n'avez pas choisi ces pensées, mais vous pouvez choisir quoi en faire. Si vous avez déjà eu ce genre de pensée intrusive, si vous vous êtes demandé pourquoi je pense ça, est-ce que je suis dangereux, anormal? Retenez une chose, ce n'est pas la pensée qui pose problème, c'est le poids, l'importance que vous lui donnez. Vous ne l'avez pas choisi certes, elle ne dit rien de vous, ni sur vos intentions, ni sur votre valeur, ni sur votre santé mentale. C'est juste le signal d'un cerveau en alerte, beaucoup trop rapide à imaginer le pire, pas la preuve que vous avez un fond méchant, que vous êtes un serial killer. Ce qui change tout, ce n'est pas de supprimer les pensées, c'est d'apprendre à les laisser passer sans vous y accrocher, plus vous confondre avec elles, ne plus fusionner avec vos pensées, rester dans le réel ici et maintenant. Et ça s'apprend avec des outils simples, comme on a vu, avec un peu de pratique, sans avoir besoin de tout comprendre, de tout analyser pour avancer. Une pensée, vous le sentez, suffit à tout faire basculer. Parfois, ce n'est plus seulement dans la tête. Le corps qui s'emballe, le cœur qui cogne, la gorge qui se serre, peur qui prend toute la place. Et vous faites des crises d'angoisse. Pour ces moments-là, j'ai conçu une vidéo offerte et exclusive en 4 étapes. Un plan d'action simple et structuré à suivre quand l'angoisse monte. Vous allez repérer ce qui déclenche vraiment vos crises. Vous allez apprendre à désamorcer ces pensées envahissantes sans lutter. Vous allez apprendre à calmer les sensations physiques sans vous débattre et reprendre confiance par des petites actions qui vous remettent en mouvement.
C'est une méthode que vous pouvez utiliser en pleine crise d'angoisse ou si vous avez des pensées intrusives trop fortes. Elle a déjà aidé des centaines de personnes, alors pourquoi pas vous? Le lien est juste en dessous dans la description.